Gérard Rib, bonjour. Bonjour Marcel. Alors bienvenue pour ces interviews de l'espoir avec la CCH. Euh, Tu travailles dans la région de Lyon. Est-ce que lorsqu'on travaille dans la région de Lyon, par rapport à quelqu'un qui travaille dans la région d'Annecy ou dans la région de Paris, on place l'espoir au même endroit? Est-ce que, d'après toi, ça change quelque chose ou tout simplement on s'en sert? Déjà par rapport à, si on va parler du côté, on va dire, professionnel, c'est aussi dans quel contexte, dans quel cadre on travaille. Donc pour expliquer très rapidement mon cadre actuel, je préside une association qui s'appelle l'Association France Répit, qui s'occupe des dents. Euh, on a créé une maison de répit à côté de Lyon, on va en créer une à Paris, à Boulogne-Billancourt, et puis il y en aura une dans chaque région après. Et donc actuellement, moi, je rencontre des aidants qui accompagnent aussi bien des enfants avec des polypathologies que des gens âgés avec des maladies neuroévolutives, neurodégénératives. Et c'est vrai que cette question de l'espoir, je l'entends au quotidien quasiment. Et peut-être aussi, j'entends la question du désespoir, hein, à mon avis, on ne peut pas non plus la zapper. Euh, et comme toujours, moi, ce que je trouve, c'est que depuis que j'ai intégré France Répit, j'ai appris beaucoup de choses en fait. Euh, Parce que systématiquement, les gens nous apprennent quoi. Là, c'est pas des patients que j'ai, hein. Là, c'est des gens avec qui je travaille pour construire des choses, pour les accompagner. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ils me transmettent un certain nombre de choses. Comment ils me transmettent cette idée que c'est pas parce que on va accompagner quelqu'un qui a une maladie qui évolue, une maladie qui le transforme, une maladie qui transforme aussi celui qui accompagne celui qui a cette maladie, que la question de l'espoir se pose pas du tout. Au contraire. Le bon sens populaire est toujours intéressant, je trouve. Tu connais, tu l'as déjà entendu mille fois, l'espoir fait vivre. Donc ça, c'est une phrase qui est extrêmement intéressante, mais qu'on pourrait la renverser dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que vivre fait l'espoir. Euh, il y a aussi dans le dicton, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc de quelque chose qui, de toute manière, au cours de l'existence, nous accompagne en permanence parce que ça va parler d'un après qui n'est pas forcément un après qui soit peut-être meilleur, mais en tout cas un après qu'on a pu appréhender, qu'on a pu construire, qu'on a pu penser, et qui fait que même s'il y a des choses qui peuvent être difficiles, euh, l'espoir est là parce que on n'est pas perdu dans ce qu'on est en train de faire, on n'est pas perdu dans ce qui est en train de se passer, on est au contraire dans quelque chose qui continue à se construire et qui va se continuer à se construire jusqu'au bout de l'existence, en fait, jusqu'au bout de la vie. Donc pour moi, cette dimension de l'espoir, et je te disais, en particulier depuis que je suis dans cette présence auprès des aidants, je le lis complètement avec l'idée de la vie. La vie, c'est l'espoir. Euh, et l'espoir, c'est la vie. Et quelque chose qui est pour moi de moins en moins indissociable entre les deux. Là, tu viens de dire plein de choses. Tu as commencé par parler d'espoir, ce qui fait penser au désespoir, et le désespoir qui fait naître l'espoir. Jean-Marc Benayem, il a commencé comme ça au début de nos interviews en disant on va évoquer l'espoir quand on est souvent face au désespoir. Ça peut être un type de situation. Après, toi, tu en donnes une autre qui est intéressante aussi, c'est de dire je vais accompagner des personnes qui vont être des aidants, que ce soit des familles, que ce soit des soignants, que ce soit des patients qui vont faire partie des aidants. Et en co-construisant, en fait, de ce que j'entends, on garde l'espoir d'agir, l'espoir d'être acteur. C'est ça que j'entends. Tout à fait. Et j'aime bien le terme que tu viens d'utiliser de co-construction. Hmm. Il y a quelque chose qui, dans l'espoir, pour moi, l'espoir ne parle pas de solitude. Au contraire. L'espoir, pour moi, c'est une rencontre, c'est un échange, c'est un partage. Et c'est autour de cet échange, de ce partage, que va se construire quelque chose. Et j'insiste, qui n'est pas forcément une construction vers un mieux,
mais qui est une construction qui peut aller vers un sens, qui peut aller vers quelque chose où ça apaise un certain nombre de choses et qui permet ben, de continuer, qui permet d'aller plus loin, quoi, et d'aller jusqu'au bout de la vie. Et avec quelque chose là qui me vient à l'esprit à l'instant, qui me paraît extrêmement important, c'est pour moi le lien entre confiance et espoir. Euh, pour moi, l'espoir se construit autour de la confiance. Donc, on va se construire autour de la confiance, peut-être en soi, mais aussi beaucoup la confiance par rapport aux autres, par rapport à l'action de l'autre, par rapport à la parole de l'autre, et puis bien sûr aussi par rapport à sa propre action et par rapport à sa propre parole. Alors, ce que tu me dis là, en parlant évidemment de l'endroit où on travaille, tu es dans le soin, tu es dans l'accompagnement, on est parti dans le monde du soin. Imaginons qu'on reste dans le monde tout court. L'espoir, tu le situes comment? Tu lui donnes quelle place, toi? Euh, Comment pourrait-on vivre sans espoir? Hmm. Euh, ça, pour moi, je ne peux pas l'imaginer en fait, hein. Parce que pour moi, la dimension de l'espoir, on va dire, dans la vie, c'est la dimension du fait qu'on peut toujours agir sur quelque chose. Pour moi, l'espoir est en lien direct avec une notion de capacité d'action. Et que, voilà, tant qu'il y a une capacité d'action, il y a une capacité d'espoir. Et même si cette action est un peu pas en lien direct avec ce qui se passe, là me vient d'un seul coup l'image de Germaine Tillon. Tu connais Germaine Tillon? Anthropologue française, euh, déportée, je crois qu'elle était à Ravensbrück, si mes souvenirs sont bons, et qui, pendant qu'il était à Ravensbrück, avec ses co-détenus, je ne sais pas comment on les appelait, a créé une opérette. Et donc, elle a créé vraiment une opérette à Ravensbrück, que d'ailleurs j'ai vu au théâtre il n'y a pas très très longtemps. Et pour moi, ça parle d'espoir. Parce que justement, ces femmes-là ont été dans une capacité d'action dans un monde où il n'y avait plus d'action possible. Elles ont retrouvé quelque chose où elles pouvaient faire quelque chose ensemble dans un endroit où on leur interdisait l'ensemble et on leur interdisait d'exister en tant que personne. Voilà, tu vois, pour moi, c'est ça, cette dimension de l'espoir, en fait, dans la vie en général, et avec cet acmé, quand, voilà, si on reprend cet exemple de Germaine Tillon. C'est bon, c'est parfait, c'est clair. On rentre dans quelque chose là, en entendant les choses. Plus on avance, plus on voit que l'espoir ne veut pas forcément, mais alors même pas forcément dire rêve, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste se dire, il va pouvoir se faire quelque chose, ça va pouvoir se faire, on va pouvoir le faire, ça va peut-être se passer. Avec Tout à l'idée fait. d'être acteur. Avec l'idée d'être acteur, ça me paraît central, ça, si tu Oui, veux. oui, Mais pas forcément acteur sur des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. oui, Si on reprend l'exemple de Germaine Tillon, elle ne pouvait pas agir par rapport à son camp mm, de concentration. Mais oui, dans l'idée de, voilà, on partage une action ensemble, et dans ce partage, on crée du vivant, on mm, crée de la vie, on crée du lien, on crée de l'émotion. Voilà, on crée euh, on crée. On est dans cette dimension d'une création qui ne s'arrête pas. mm. D'accord. Donc, ce que tu dis là, c'est cette place dans la vie, c'est celle-là que tu amènes dans le soin ou dans le milieu des aidants. Quand tu parles des maisons des aidants, tu veux dire des lieux où on va accompagner, construire des projets, co-construire. Tu veux dire des lieux où on peut aussi accueillir des familles de patients ou pas du tout? Oui, tout à fait. La maison qu'on a construite à Lyon peut accueillir aussi bien des aidants tout seuls, qui ont besoin de se poser, peut accueillir des aidés, peut accueillir les aidants et les aidés, peut accueillir les familles complètes aussi. On a un appartement qui est là, dans quelque chose où justement, dans cette dynamique de l'espoir, il y a un partage. Les gens peuvent échanger, peuvent partager. Ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls face à cette gestion parfois extrêmement difficile de l'accompagnement. Et comment justement dans ce partage, il y a quelque chose qui va redonner un souffle. Parce que là aussi, moi, je ne peux pas séparer la notion d'espoir de la notion d'un souffle. Hmm. Quelque chose qui parle de cette énergie, et quelque chose voilà, qui va permettre vraiment de, voilà, de souffler
et d'insuffler. On est pour moi dans les deux dimensions, voilà, du souffle. Aussi bien de respirer, mais que d'amener quelque chose en termes de respiration pour tous, en fait. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, ça m'évoque quelque chose, ce que tu es en train de dire, c'est lorsqu'on prend, je suis addictologue, des groupes de patients qui se réunissent entre eux après avoir arrêté de consommer ou qui consomment encore, mais qui veulent s'entraider. Leur présence les uns aux autres, ça crée effectivement une pulsion, ça crée une dynamique réellement qui va accompagner des projets. Donc ils vont pouvoir se réunir régulièrement, ils vont pouvoir faire des choses entre eux. Donc on a un souffle qui renaît. Et je me pose la question, est-ce que là, l'identité du groupe n'a pas un rôle? Je crois que oui, comme dans ce que Oui, tu es en train de dire. bien sûr, c'est essentiel. Hmm. Euh, pour moi, si je retenais quelque chose de plus important pour moi pour l'espoir, c'est que l'espoir, c'est plusieurs. Voilà, c'est du moment où il y a du lien, du moment où il y a du lien, il y a cette possibilité d'espoir qui est là. L'espoir, c'est plusieurs, et ça veut dire aussi que si l'espoir, c'est plusieurs, il faut que les plusieurs puissent communiquer. On est d'accord. Oui, bien sûr, Ça, c'est bien le sûr. deuxième versant qui est complexe parce que ce plusieurs est fait des soignants et des patients. Alors, est-ce que Tu vois, pour toi, la position change quelque chose? mais tu dis communiquer, moi je dirais puisse échanger. Hmm. C'est vraiment cette dimension de l'échange, Oui, d'accord. hein, et avec dans échange, il y a change, Hmm. hein, voilà. En quoi l'échange nous change. Mais j'ai du bien nous change. Pas simplement va changer quelque chose du côté de celui qu'on accompagne, mais comment nous aussi on accepte d'être changé et comment l'autre aussi, dans la manière dont il sent qu'on accepte d'être changé, devient aussi acteur d'une relation et pas simplement sujet, non sujet, c'est pas simplement objet, pardon, de la relation. Je ne sais pas si je suis clair en disant Si, ça. si, 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 c'est très Voilà. clair ce que tu dis. C'est clair. Ouais, Alors, en fait, dans ce que tu amènes là, tu mets le point sur autre chose. On ne cherche pas du tout à convaincre. On accompagne une pensée, on accompagne une proposition. Ça devient de l'échange quand je peux m'en servir et redonner quelque chose, on est bien d'accord, sans forcément adhérer par obligation, mais comprendre et m'en servir. C'est important ce que tu as dit, la différence entre communiquer et échanger. Donc l'espoir ne peut pas naître que d'une communication. Je vous promets que ça n'a rien à voir. Vous devez vous en emparer pour qu'on puisse co-construire l'espoir. C'est ça que j'entends. absolument. Moi, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est complètement comme ça, en fait. Voilà. Hmm. Voilà. Et en quoi j'apprends quelque chose de vous aussi. Ouais. Ouais, pour moi, ça, c'est essentiel, en fait. C'est comment nos patients sont aussi acteurs, j'allais dire, de notre changement. Hmm. Est-ce que Et tu ne penses pas d'ailleurs que certains patients cherchent à nous donner de l'espoir d'ailleurs? oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours trouvé que nos patients étaient extrêmement sympathiques, d'ailleurs, euh, parce que parfois un peu trop, parce que ils ont un peu tendance, je trouve, à nous donner ce qu'on attend d'eux, ou en tout cas à donner ce qu'ils imaginent de ce qu'on attend d'eux. Voilà. Et là, je trouve que c'est un peu un peu un piège. Oui, il m'est arrivé de poser la question à des patients à votre avis, j'attends des choses de vous pour éclaircir cette question-là. Voilà. Donc, euh, soyons clairs. On partage un certain nombre de choses, on partage des pensées. Vous connaissez quelque chose qui est la maladie que vous avez, souvent mieux que moi parce que vous la vivez de l'intérieur. Moi, j'ai la possibilité d'avoir peut-être entendu X fois les problématiques que vous évoquez, et à partir de là, on peut créer quelque chose ensemble. Hmm. Et c'est dans cette création qu'il peut se passer quelque chose, et avec peut-être cette idée que espoir parle que d'amélioration? Non, pas pour moi. Euh, L'amélioration, bien sûr, on l'espère, mais ce n'est pas un espoir. Là aussi, tu vois, je mettrais la différence entre les deux.
On peut espérer quelque chose, mais sans que ça soit un espoir. Hmm. D'accord. Alors, dans ce que tu dis là, c'est peut-être quelque chose qui effectivement n'est pas partagé tout le temps par nos patients avec nous. C'est probable, et pas par tous les soignants d'ailleurs. Bien sûr, Ouais. bien Est-ce que sûr. c'est une notion que tu penses qu'il faut éventuellement aborder avec un patient? La notion d'espoir. Oui, je pense. Je pense parce que c'est en filigrane de toute manière. Il y a quelque chose qui parle de ça en permanence. Quel va être l'avenir? Hmm. Quelle va être la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, donc oui, pour moi, derrière ces questions-là, il y a cette question de l'espoir qui est présente. Donc oui, il faut. Alors honnêtement, je ne l'ai jamais abordé sur ce terme-là. Hmm. Soyons clairs. Peut-être que maintenant, d'ailleurs, je vais poser la question. Mais en tout cas, pour moi, c'est en filigrane, ça, en permanence. Ouais. Tu vois, la première fois que j'ai entendu quelque chose qui a résonné comme ça, j'étais étudiant en médecine et je vais voir un patient qui était malade, qui avait un syndrome d'immunodéficience acquise, qui avait donc un sida, qui était pas très loin de sa fin de vie et qui avait une infection pulmonaire avec les maladies opportunistes qu'on voyait. Et donc, je viens le voir, j'étais étudiant, je regarde sa radio, je lui dis c'est extraordinaire, il y a une très belle amélioration. Et la personne qui était chef de clinique en visite me dit, il est inacceptable devant lui, hein, d'utiliser un mot comme ça qui pourrait lui laisser l'espoir. Ça m'avait profondément choqué, bouleversé, et donc j'étais allé voir le patron, c'était un grand hôpital à Bordeaux, de la radio, en lui montrant la radio, il m'avait dit, c'est une amélioration extraordinaire. Je lui avais demandé d'écrire ce qu'il avait vu. Et donc, évidemment, ça a été repris après. Mais c'était intéressant parce qu'on touchait justement à cette notion que l'espoir, parfois, pourrait vouloir dire pourcentage de chance de s'en sortir avec ce que je vois aujourd'hui. Alors que finalement, je crois que l'espoir s'installe dans ce présent, ce qu'on est en train d'échanger avec un patient. On n'est pas dans le mensonge, on est dans la réalité. Et cette réalité, ce jour-là, était meilleure que 3 jours avant. C'est-à-dire qu'on avait un patient qui souffrait moins, qui respirait mieux. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience-là, de ce vécu-là? Je trouve ça extrêmement intéressant parce que justement, tu as introduit cette idée d'une temporalité, en fait. Donc, est-ce qu'il faut que l'espoir s'installe dans un futur ou est-ce qu'il faut le construire dans un présent? Et moi, je serais très sensible sur le fait de le construire dans un présent. Euh, Chaque moment de vie est un moment de vie. Voilà. Quel sera le moment suivant? On ne sait pas toujours, on sait parfois, mais construisons ce présent de vie et du coup, construisons quelque chose qui laisse cette dimension de l'échange de l'autre et de ce côté d'espoir, justement, et bien sûr, bien sûr. Alors À du ce coup, moment-là, c'est vrai, en tout cas. C'est oui, totalement vrai. oui. Voilà. Et je pense que cette notion de vrai doit être, pour moi, être extrêmement importante. Hmm. Comment, dans l'espoir, il y a quelque chose où on essaie de partager un moment où on se sent vrai dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on perçoit. Et non pas d'être dans une forme de d'illusion, oui, oui, ça va aller mieux. Moi, j'avais été très frappé, j'avais eu la chance de voir la première version au théâtre de Oscar et la Dame Rose. Cette pièce de Emmanuel Schmitt, ça te dit quelque chose? Non, je ne l'ai pas vu. Non. En deux mots, donc c'est un enfant qui doit avoir une leucémie, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et il sait qu'il va mourir, cet enfant. Il sait qu'il va mourir. Ses parents, quand ils viennent le voir, le projettent toujours dans un avenir. Arrive cette Dame Rose. La Dame Rose, c'est en fait ces gens, tu sais, qui viennent pour aider, pour parler, pour Hmm. voilà, hein, pour accompagner le présent justement. Et donc cette Dame Rose lui dit, mais oui, tu vas mourir, ça c'est certain, tu vas mourir. Mais avant que tu meures, tu vas vivre toutes les étapes de ta vie, que tu n'auras peut-être pas, mais en tout cas tu vas les vivre. Et je trouve que dans cette pièce, ce qui était merveilleux, c'est que elle le fait mourir à 70 ans. Mais vraiment à 70 ans, alors qu'il se passe quelques jours, en Hmm. fait.
dans la pièce, mais parce qu'elle a construit un tel présent, que ce présent est tellement riche, et tellement nourri, et tellement plein, que cet enfant, à la fin de la pièce, meurt, mais il meurt en ayant vécu quelque chose de plein, quelque chose de vivant. Cette pièce, pour moi, est un petit bijou absolu. Honnêtement, jusqu'à présent, je n'avais pas fait le lien avec l'espoir, mais je le mettrais, tu vois, comme élément clé de ce que pour moi pourrait représenter l'espoir dans le. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est pas dans le soin, c'est dans l'accompagnement. Parce qu'elle soigne pas cette Dame Rose, hein. Elle accompagne cet enfant en lui gardant cet espoir de vivre pleinement la vie qu'il a à vivre, même si elle s'éteint assez rapidement. Oui, mais alors Donc, là, t'es en te train de poser conseille, notre hein. question. Tu t'amènes à se dire, finalement, est-ce que l'espoir est dans le soin ou est-ce qu'il est dans l'accompagnement? Et est-ce qu'en tant que soignant, on n'est pas dans l'espoir en tant qu'accompagnant du soin? C'est une question que je me pose. Oui, mais moi, j'ai toujours considéré que dans notre métier, la base, c'était l'accompagnement. On a des techniques, ça bien Hmm. sûr, hein, on les revendique, et on a bossé pour les avoir, hein, donc bien sûr, mais la base, c'est l'accompagnement au service d'une technique, voilà, et non pas des techniques qui vont permettre de faire quelque chose. Pour Hmm. moi, voilà. Le soin, c'est accompagner avec un savoir et sans dénier le savoir, bien sûr. Tu sais que je pratique l'hypnose et donc dans ces conférences, nous avons des hypnothérapeutes qui s'expriment, pas tous. Euh, L'hypnose, pour moi, est un outil qui est une passerelle pour aller vers l'autre. C'est un moyen de, et tout le reste, bah, ça va être nous et ce qu'on a appris. Mais l'hypnose n'est qu'un outil. On pose quelque chose qui crée un contact à l'autre et on va aller vers l'autre. Donc, je pense que cette notion d'espoir dans l'accompagnement, elle est importante. Et il y a un accompagnement particulier, je pensais à ça en t'écoutant, c'était celui des patients experts qui ont déjà le code de vocabulaire, qui ne demandent pas de passer par beaucoup de temps pour le trouver. Ils l'ont. Ils ont vécu quelque chose, donc ils vont avoir, je crois, un vocabulaire qui déjà est très présent à l'autre, très vrai. Mais complètement. J'ai toujours été très favorable à l'idée de patient expert, bien sûr. Ça, c'est Hmm. le côté co. Pour moi, c'est un mot extrêmement important. On co-construit, on est co quelque chose, on est co. Voilà, et en plus, avec une dimension, comme tu viens d'évoquer, extrêmement intéressante, c'est que ces patients experts ont vécu un certain nombre de choses. Hmm. Alors, ils l'ont vécu avec le biais de ce qu'ils sont. Et donc, après, ce qu'on est individuellement n'est pas reproductible avec tout le monde. Mais en tout cas, ça peut permettre un dialogue. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, par exemple, à la Fondation, là, on a, dans le cadre de la maison, on a, je ne sais plus combien c'est, mais 60 à 70 bénévoles qui sont là. On a embauché d'ailleurs quelqu'un qui gère le planning des bénévoles, tu vois, comme quelque chose qui doit être une présence continue dans la maison. Voilà, hein. Donc, c'est quelque chose qui pour nous est important. Et là, je te dis un chiffre pour donner une proportion, mais je dirais peut-être entre un tiers et la moitié des bénévoles sont des anciens aidants. Et qui, du coup, dans le partage de ce qu'ils ont vécu, mais dans une forme déjà de distanciation, parce que ben, leur aidé est décédé, vont permettre aussi d'accompagner les aidants qui sont vraiment dans la dynamique de l'aide, en aussi se projetant sur d'autres avenirs possibles. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, Parce que là aussi, ça ouvre quelque chose sur les futurs. Voilà. Hmm. Il y a Hmm. quelque chose qui va ouvrir sur des futurs. Et moi, cette idée me plaît beaucoup, en fait. Oui, ça veut dire qu'on peut être acteur à plusieurs endroits, à plusieurs moments, de façon différente. Oui, Ouais. bien sûr. Et que chacun a une expérience de la vie, et que cette expérience de la vie doit pouvoir être partagée, parce que nous, médecins, on n'a pas une meilleure expérience de la vie que nos patients, hein. Mais bien sûr que non. On a notre expérience à nous. Voilà. Alors c'est bien parce que là on a rajouté beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire dans notre interview. Moi j'entends quelque chose là déjà sur la notion qui complète celle de transmission. Parce que si je prends la notion de transmission, dire j'aime transmettre, c'est une chose, mais la transmission c'est un pont à sens unique. Là on n'est pas en train de parler d'un pont à sens unique, on a un pont sur lequel on peut passer dans les deux sens, pour aller vers l'autre, pour aller écouter, pour échanger, pour revenir, pour comprendre. Et la transmission aux générations d'après va continuer à faire communiquer les générations entre elles. Je trouve que c'est intéressant.
Mais tu vois, moi, l'idée de transmission, c'est pas le pont pour moi. J'ai une formation d'hypnose aussi, hein. Voilà. Pour moi, c'est le pédalier du vélo, parce qu'il y a une chaîne. Et pour qu'il y ait la transmission, il faut que la chaîne, elle tourne. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qui fait que ça. Autrement, ça se transmet pas. Autrement, tu pédalerais dans le vide, quoi. Oui, Ou tu parles alors, d'une transmission qui est active, où les deux. On pourrait dire en fait que tu es même sur un tandem et on va transmettre son énergie à l'autre qui va pouvoir permettre d'avancer. Absolument. C'est peut-être l'idée du tandem qui est plus parlant pour moi que le pont. Tu vois, là, c'est. Parce que ça transmet quand même. Et ça transmet une énergie, justement. En plus, c'est pour ça que l'idée de la chaîne de vélo m'a toujours bien plu. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est. Ça transmet une énergie, quoi. Et mais une énergie qui est une énergie circulaire. Voilà, hein, qui va faire que la transmission. Je crois que c'était Saint Bernard qui disait. Comment il disait? Enseigner pour apprendre, je crois que c'était sa phrase. Hmm. Euh, et c'est tellement vrai, ça, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans cette dynamique, pour moi, du circulaire, quoi, de quelque chose qui s'alimente dans les deux sens. D'accord. Est-ce que tu penses que l'espoir peut faire peur parfois? Oui, parce que l'espoir, pour moi, ça peut aussi parler de quelque chose qui est la question du changement. Euh, Hmm. et changer peut faire peur, peut faire très peur. Euh, on peut être tranquille dans quelque chose qu'on tente de maîtriser, et puis l'espoir de quelque chose qui peut être une différence peut à ce moment-là faire que, ben oui, ça fait peur, parce que ça change. Euh, et là aussi, je pense, tu vois, je te disais tout à l'heure, il n'y a pas pour moi d'espoir sans lien, euh, il n'y a pas pour moi d'espoir sans changement. Mais changement, il faut qu'on soit bien d'accord, c'est pas forcément une amélioration, mais en tout cas quelque chose qui se change, voilà, hein, qui est autre, en tout cas, voilà, qui va faire que ça ouvre sur autre chose. Donc oui, en ça peut faire peur. Oui, oui, et ce que tu dis, bah, évidemment, ça parle beaucoup, moi, en addictologie, parce que les patients nous disent je veux bien échapper à quelque chose qui se dégrade, je veux bien aller mieux par rapport à certaines choses. Et pourtant, j'ai pas envie de laisser cette vie que j'ai pu mener parfois, qui pouvait me faire du bien. Donc, si je change quelque chose, je vais perdre d'autres choses. Et on ne change pas pour perdre, on change pour vivre quelque chose de différent. J'ai souvent travaillé sur ce mot-là de dire zone de confort. La zone de confort n'est pas pour nous tous la même. Et un patient qui consomme beaucoup de substances, parfois, il est dans sa zone de confort. Mais ce confort-là est dangereux. Et donc, je ne vais pas lui dire quittez-le, mais je vais dire allez voir une autre zone de confort, une autre zone qui peut-être pourrait devenir une zone de confort. Je trouve qu'on est dans quelque chose qui accompagne complètement l'espoir. Oui, et puis je trouve ça intéressant de dire, vous avez fait ce que vous pouvez faire le mieux pour trouver l'équilibre le moins pire qui soit. Oui, oui. Donc, voilà. Et comment on pourrait trouver un équilibre qui soit peut-être différent. Et voilà, il n'y a pas de mauvais équilibre, je pense. Voilà. Il y a des équilibres dangereux, Oui, voilà. mais en tout cas, il y a des choses qui sont quand même des tentatives, Hmm, parfois désespérées, de survie, quoi. Donc, voilà, il hmm. faut les accepter, ça, et Dans, les accompagner. Et les accompagner. Ouais, exactement. Alors les accompagner, pour nous, ça peut nous demander parfois beaucoup de difficultés parce qu'on peut les trouver parfois dangereuses, mais d'où l'intérêt d'être en groupe. Donc quand tu parles de la maison, il y a quelque chose qui est construit, qui est rassurant. Le cadre est rassurant. C'est le même Bien cadre sûr, qu'on va retrouver dans un service ou bien sûr. avec une famille, tout simplement, dans nos familles. Explique-moi deux choses. Aujourd'hui, on vit des choses compliquées. Tout le temps, on vit tout le temps des choses compliquées. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les médias nous le disent. Et les médias nous apportent ce qu'ils ressentent comme compliqué. Et donc, on va se lever le matin avec une journée à mener, avec des traitements à devoir subir, ou etc. Et on va entendre des informations compliquées. Comment fait-on pour préserver l'espoir dans cette période qui devient complexe? Je reviendrai sur le terme de confiance, là aussi, Hmm. hein. Où va se situer notre confiance? Euh, En quoi elle va se situer? Moi, alors ça, je dis moi, j'ai confiance en l'humain.
j'ai confiance en l'humain. Voilà. Voilà. Je pense que même s'il y a des gens qui peuvent avoir à un moment ou à un autre des comportements qui sont ce qu'ils sont, j'ai confiance en l'humain. Et j'ai plus confiance en l'homme en la société. Hmm. Et c'est dans ces noyaux de confiance que moi, je continue à construire un certain nombre de choses euh, et à mailler un certain nombre de choses. J'ai toujours beaucoup plus cru aux petits pas qu'aux grandes révolutions. Hmm. Voilà. Comment quelque chose, tu avances petit à petit, tu rectifies, tu recommences, tu avances, tu rectifies, tu recommences, plutôt que de cette idée de grand bouleversement. Euh, À part les dictateurs, je vois pas qui pense qu'ils peuvent changer le monde, quoi, en fait. Hmm. Donc, euh, mais si on se resitue alors dans des choses d'extrêmement concrètes actuellement, euh, moi je resterai, et peut-être c'est un autre terme que tu avais mis dans les mots-clés, j'aurais cette espérance dans l'humanité, en fait, voilà, qui, euh, qui est, voilà, qui est cette globalité humaine. Alors, l'espérance dans l'humanité, c'est donc une notion qui nous projette dans une autre temporalité. Elle est plus lointaine, elle est moins présente. Absolument, elle est moins Et présente. voilà. Tout à fait. Et donc, l'espoir, c'est de pouvoir être acteur dans l'installation de quelque chose qui se fait, qui nous amène vers cette espérance. Absolument. Hmm. Et c'est pour ça que moi, il y a une grande nuance entre les deux, tu viens de le dire. Oui. L'espoir, c'est l'action. L'espérance, ça serait le but, quoi. Hmm. Le- ouais, ouais. Hmm. Il y a quelque chose qui est. Moi, quand je réfléchissais là, à ce qu'on allait échanger, je me suis toujours dit pourquoi les marins, quand ils passaient le bout de l'Afrique, ils passaient pas le cap de Bon-Espoir, mais le cap de Bonne-Espérance. Hein. C'est intéressant, ça. Pourquoi ils l'ont appelé Espérance? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour moi qui s'ouvre, tu vois, voilà. Ils ont passé ce cap-là, ils ont fait tout ce qu'il fallait en termes d'espoir pour passer ce cap, parce il faut le passer, ce sacré Hmm. cap. Hmm. Et après, il y a quelque chose qui s'ouvre derrière. Puis Alors, je tu parles pense du qu'il cap peut de pas. bonne espérance, et puis on pourrait parler aussi de l'espérance de vie. Et Hmm. l'espérance de vie, absolument. Mais tu vois, pour moi, il ne peut pas y avoir d'espoir sans espérance. Hmm. L'espérance englobe l'espoir. Donc, finalement, pas d'espoir sans confiance, pas d'espoir, pas de confiance si on n'a pas d'espoir. Oui. Et puis, beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, ça permet de construire l'espérance. Absolument, absolument, dans une dimension et là tu l'as bien dit, dans une autre temporalité, quoi. Oui. Euh, et puis dans une autre dimension, pour moi, l'espérance a quelque chose de transcendantal, ça aussi, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui nous amène sur autre chose, et non pas simplement sur ce que l'on construit dans un quotidien, peut-être pour garder l'espoir, mais Hmm. dans l'espérance de quelque chose qui peut advenir. Et c'est le peu à devenir, quoi. Tu l'as très bien dit, on n'est pas du tout, pour moi, dans les mêmes temporalités. Voilà. C'est, on est dans quelque chose d'autre. Comment tu situes, dans tout ce qu'on a dit, la place, du sourire? Le sourire chez un patient, le sourire chez un aidant, le sourire chez le soignant. C'est essentiel, moi, je trouve ça. C'est essentiel. Euh, Moi, dans mes différentes pratiques, j'ai toujours considéré qu'il y avait deux temps, en fait. Il y avait un temps de la souffrance. Euh, les gens qui viennent nous voir, quel que soit le- le type de souffrance, mais le mot-clé, c'est qu'ils souffrent, en fait. Hein. Hmm. Euh, et que du coup, il y avait cette nécessité absolue d'être à l'écoute de leur souffrance. Voilà, ça, c'était pour moi quelque chose d'essentiel. Et puis, quand on avait pu commencer à travailler cette souffrance, à apaiser cette souffrance, à penser cette souffrance avec un E et un A, Hmm. euh, à ce moment-là,
on pouvait se permettre d'être dans un autre type, dans un deuxième temps, euh, et qui est un temps, et le terme pour moi n'est pas négatif, qui va être un temps de la légèreté, qui va être quelque chose où on va retrouver quelque chose d'une forme d'émanence, hein, de quelque chose qui va amener autre chose, et avec ce côté où le sourire, l'humour, euh, le, le décalé, à ce moment-là, prend sa place d'une manière extrêmement intéressante parce que, bah, tu le sais, quand on fait de l'hypnose aussi, c'est comment ça ouvre d'autres champs à ce moment-là. Hein. Euh, Si tu as en face de toi le médecin qui est OK, si comme tu es actuellement avec ton sourire, Hmm. qu'est-ce que moi je te ressens différemment. Hmm. Rien que ton sourire, tu me transmets quelque chose de différent. Rien que ton sourire va me construire différemment. Euh, il y a quelque chose que je vais m'imprégner de toi de toute manière par rapport à ton sourire, alors que je veux m'imprégner de toi si tu fais la gueule. Ça- on est aussi là-dedans. Donc pour moi, ce côté souriant est essentiel, bien sûr. Et puis ce sourire, comment je pourrais l'évoquer? J'irais un sourire tranquille. Un sourire tranquille. Voilà. Quelque chose voilà, qui est voilà, ben, le terme vient, un sourire serein. Ça parle ça parle d'une forme de sérénité, là aussi, hein. Et, et- et si on refait le lien avec l'espoir, je pense que dans l'espoir, il y a de la sérénité qui s'installe. Il y a quelque chose qui va se construire autour de la sérénité. Oui, alors, on est vraiment dedans, on est dans la sérénité, et une sérénité qui nous ramène probablement dans une réalité, quelque chose de profondément réel. Absolument. Ce que tu as Parce que la, appelé. Ouais, parce que la sérénité, c'est de la sérénité de se confronter à sa fin de vie. oui. C'est, voilà. Euh, et voilà, ça peut être quelque chose de serein. euh, et, euh, et oui, donc on est pour moi là dans l'essentiel, bien sûr. L'essentiel. Et, et, et toi, je ne l'avais pas pensé au début de notre entretien, mais est-ce que justement dans le travail de, de médecin, on va dire de soignant, d'accompagnant, ce mot de sérénité n'est peut-être pas un des mots essentiels, si ce n'est pas le mot-clé, en fait. Voilà. Construire Oui, une oui, sérénité. alors tu vois ce que tu dis, ça fait rebondir plein de remarques quand un patient nous demande, vous seriez à ma place, qu'est-ce que vous feriez, docteur? Parce que c'est facile, vous êtes là, vous me dites des choses, mais c'est moi qui les vis, c'est pas vous. Oui, c'est vrai. Et en même temps, j'ai pas forcément vocation à me mettre à la place de l'autre si je suis dans un présent réel, si je suis vraiment là pour entendre, pour partager, pour échanger quelque chose. Une autre remarque par rapport à ce que tu viens de dire qui fait écho, c'est quand un patient nous dit, « Ouh là là, mais vous faites la tête, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous inquiète. » Et voilà, Et ça veut dire qu'il absolument. manque quelque chose. Si je ne vois plus de sourire chez le médecin, c'est qu'il est peut-être très, 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 très inquiet. Ah oui, tout à fait. Ah oui, Hmm. c'est très pertinent, ça. C'est c'est impressionnant la manière dont les patients nous regardent, justement. Hein. Et on l'oublie beaucoup, moi, je trouve ça. Euh, on l'oublie beaucoup. Moi qui ai beaucoup travaillé dans les institutions gériatriques du style EHPAD, etc., où en plus, là, il y a quelque chose qui est cette familiarité du quotidien. Nous, dans nos cabinets, on voit les gens, on les voit plus. On voit les gens, on les voit plus. Quand tu travailles dans une institution, il y a quelque chose qui est une temporalité, qui Hmm. peut se passer sur des journées, etc. Et c'est toujours intéressant. Moi, j'ai beaucoup posé la question aux vieilles personnes qui étaient en EHPAD sur justement comment ils nous percevaient. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils pensaient de nous? Voilà, qu'est-ce qu'ils voyaient de nous, quoi? Et c'était amusant de voir cette acuité, je dirais même, parce que là, c'était leur job à plein temps. Quand tu es dans un EHPAD, tu n'as pas grand-chose à faire si ce n'est à observer. Et donc, je trouvais qu'ils avaient une forme d'acuité à, à percevoir un certain nombre de choses de l'autre qui était assez extraordinaire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, honnêtement, là aussi, c'était pas volontaire, c'est que ça, pour ces gens-là, ça a redonné sens à un certain nombre de choses. Euh, les mettre dans cette position d'observateur,
c'est des amis dans une position de quelque chose, où là aussi je suis nouveau acteur de quelque chose. Je ne suis pas simplement objet de quelque chose, mais oui, je suis acteur, et puis ouais, je peux dire ce que je pense, je peux dire comment je vois, je peux dire... voilà. Et c'est de la vie, euh, c'est de la vie pour moi tout ça. C'est parce que ça circule, parce que voilà, il n'y a pas d'un côté et de l'autre, il y a un nous séparé, mais C'est la c'est le nous vie qui fait la vie. à partir du moment où on peut l'échanger et où on peut en parler. Parce que ce passage dont tu parles dans une entrée de maison de retraite, avec des personnes de chaque côté qui sont installées là pour qu'on les mette au contact des gens qui passent, parfois ne voient que des gens passer. Si les gens peuvent échanger entre eux, ça va, même s'ils se répètent la même chose, c'est pas grave, ils échangent. Quand il n'y a pas d'échange, c'est compliqué. Donc effectivement, il faut aller vers ces personnes pour leur permettre d'échanger avec une lecture d'un journal, des choses comme ça. Mais tu as raison, nous passons devant eux, 3 minutes après, on sait que certains vont dire, tiens, c'est encore un tel qui arrive, elle fait la tête, elle va dire ça. Ils ont tout compris, bien sûr qu'ils ont tout Ils compris. ont tout compris, bien Ils ont sûr, observé, bien entendu. Mais bien oui. sûr, bien sûr. C'est Dans des les bons maisons de cliniciens, hein. retraite, j'avais travaillé, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent dessus, sur l'idée d'amener l'hypnose pour aider des soignants confrontés aux personnes profondément démentes et avec qui on n'arrivait pas forcément à amener de la sérénité. Et je partais toujours de l'idée qu'un soignant, quand il arrive et que lui, il est en hypnose et serein, il ouvre une porte. Et le patient, qu'il soit ou pas dans un état démentiel, il va s'en servir. On est dans un Bien échange sûr. qui est parfois imperceptible, mais un véritable échange. Dans tes interviews, là, tu connais Serge Sirvin? Euh, Non, tu connais pas. Donc, alors, Serge Sirvin est chef de service de gériatrie à l'hôpital d'Alès. Il fait de l'hypnose, hein. Il a beaucoup travaillé sur l'hypnose avec. Il a même publié d'ailleurs pas mal de choses avec des patients âgés, avec des patients avec des maladies neurodégénératives. Il a beaucoup travaillé sur la question de la résilience. Si ça t'intéresse, je te donne ses coordonnées. Je pense que en termes d'interview, il serait intéressant, Serge. Gérard, on a fait un tour qui est très bien, très sympa, très intéressant, très riche. Euh, En Merci pour écoutant, cet tu vois, échange. mais oui, tu vois, mais ce que je suis en train de me dire en écoutant, on voit comment on est en train de construire et de co-construire quelque chose et qui montre qu'évidemment, il va y avoir d'autres recueils, d'autres témoignages parce qu'on est en train de construire quelque chose qui est très, qui s'enrichit et qui nous amène à parler espoir d'une façon, à mon avis, beaucoup plus humaine. On a remis quelque chose d'humain dans l'espoir et qui fait du bien. Et qui fait du bien, bien sûr. Mm. Et comme tu l'évoquais, qui n'est pas une illusion, parce que c'est la vie Et non, qui est réel. Ouais, qui est réelle, ouais, absolument. ah ouais, qui est profondément réel. Merci Gérard. Eh ben, merci à toi surtout. Et C'était puis un moment extrêmement agréable. à très bientôt. À très bientôt.